Allez, aujourd'hui je suis un peu d'humeur taquine, donc je vais vous parler de 5 stratégies très populaires, mais surtout très inefficaces. Appliquer n'importe laquelle de ces stratégies sera quand même plus efficace que d'épargner sur des livrets, évidemment, mais elles sont largement inférieures à une vraie stratégie plus solide, comme celle des 5 paliers dont je vous parle très souvent. N'hésitez pas à argumenter en commentaire si vous utilisez l'une d'entre elles, et que vous n'êtes pas d'accord bien sûr. Numéro 1, la stratégie dividende. Je commence volontairement avec un gros morceau, car les dividendes sont généralement très appréciés, mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien à apprécier au niveau de la rentabilité. Les gens aiment bien deux choses avec ça. Déjà, c'est le côté visuel. C'est toujours sympa de recevoir une somme d'argent sur son compte en banque sans rien faire. On s'imagine déjà être rentier, et si on investit tous les mois en DCA, eh bien on voit la somme augmenter un peu au fil du temps. Ça fait du bien au moral. En plus de ça, les entreprises versant des dividendes sont généralement de grosses entreprises très solides, qui préfèrent sacrifier une partie de leur trésorerie plutôt que de la réinvestir pour attirer des actionnaires. Pourtant, ces deux côtés positifs sont en réalité des côtés négatifs. Si l'entreprise préfère vous donner de l'argent plutôt que de le réinvestir, c'est que sa croissance est naturellement très limitée, qu'elle est déjà arrivée à maturité et qu'elle ne peut pas aller beaucoup plus loin. On pense à des Coca-Cola, des McDonald's, des ExxonMobil. La plupart des dividendes aristocrates sont ce genre d'entreprise. Donc vous voyez de l'argent tomber sur votre compte, mais vous faites largement dépasser par presque n'importe quel ETF capitalisant, donc qui réinvestit automatiquement ses dividendes. De plus, le fait que l'argent tombe sur votre compte ne vous rend pas du tout service, surtout si vous êtes toujours en phase d'accumulation, donc que vous ne piochez pas encore de votre rente. Si vous avez 100 € mais qu'on vous verse 10 € de dividendes, vous n'avez plus que 90 € sur votre action et 8 ou 9 € sur votre compte en banque, étant donné que les impôts sont passés par là. De plus, vous devrez payer des frais pour réinvestir cet argent, et votre rendement chutera encore plus. Les actions à dividendes peuvent être vaguement intéressantes pour des gens étant déjà à la retraite, et encore elles ne sont pas meilleures qu'un ETF classique, mais sont à fuir absolument si vous êtes en phase d'accumulation. Les ETF distribuants, quant à eux, sont à fuir absolument quoi qu'il arrive. Ils ne présentent strictement aucun intérêt et vont juste vous faire perdre de l'argent. Numéro 2, la stratégie DCA, si mal comprise. La stratégie DCA, c'est d'investir tous les mois une certaine somme d'argent dès qu'elle tombe sur votre compte, donc une partie de votre salaire typiquement. Ça vous permet à la fois de lisser le risque, car vous entrez dans le marché au fur et à mesure, donc vous ne risquez pas de tout acheter au pire moment, mais c'est aussi optimal d'un point de vue rendement, car vous investissez dès que vous avez de l'argent disponible. C'est ça la vraie stratégie DCA, et trop de personnes oublient ce deuxième paramètre. Si vous êtes assis sur 120 000 € de cash, que vous découvrez l'investissement aujourd'hui et que la stratégie DCA vous tente, eh bien sachez qu'elle ne s'applique que sur vos salaires et que vous avez tout intérêt à investir ces 120 000 € en une fois, mathématiquement. Concrètement, et pour simplifier, 120 000 € à 10% par an, c'est 1 000 € d'intérêt par mois, donc 12 000 € à la fin de l'année, non garantie évidemment. Si vous hésitez trop et que vous rentrez tout doucement sur une période d'1 an, plutôt que d'investir les 120 000 € d'un coup, eh bien vous perdrez en moyenne 6 000 € d'intérêt, qui auraient eux-mêmes fait des intérêts à l'avenir. Et on est d'accord que ce n'est qu'une moyenne bien sûr. Bon, il serait quand même sage de ne pas claquer ces fameux 120 000 € en une fois au même endroit. Par contre, il vaut mieux les investir très rapidement, quitte à les répartir pour les mettre au travail le plus tôt possible. La stratégie DCA ne s'applique pas dans ce cas, à mon avis. Elle s'appliquera par contre pour vos investissements mensuels futurs. Numéro 3, la stratégie 50-30-20. Pourquoi s'obliger à dépenser 50% de vos revenus en charges fixes, 30% en loisirs et 20% en investissement? C'est bien, ça vous donne une feuille de route et un côté visuel, mais on en revient au même que pour les dividendes. Peut-être que c'est sympa et que ça vous fait vous sentir bien, mais c'est objectivement une mauvaise stratégie. Quelqu'un ayant de faibles charges fixes n'a pas besoin de se forcer à les augmenter, et quelqu'un de très ambitieux n'est pas obligé de se forcer à dépenser 30% de ses revenus en loisirs. Ça n'a pas de sens. Si votre retraite est assez compromise et que vous dépensez 30% en loisirs, il y a quand même un problème. De plus, augmenter temporairement, mais largement, la part d'investissement au détriment des deux autres vous donnera de meilleurs résultats, car vos investissements fructifient avec le temps. Pour caricaturer, quelqu'un faisant du 50-10-40 pendant 10 ans, puis du 50-50-0 pendant 10 autres années, aura de bien meilleurs résultats que quelqu'un ayant suivi le 50-30-20 très basique pendant 20 ans, alors qu'il aura investi exactement la même somme.
Donc ne suivez pas aveuglément cette stratégie si vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles. Numéro 4, les portefeuilles tout faits. Vous les connaissez, ceux qui vous disent de mettre 60% en actions et 40% en obligations, ou encore un quart d'actions internationales, un quart d'actions européennes, un quart d'obligations, un quart d'or par exemple. Il y a énormément de modèles comme ça, et la plupart ne sont pas trop mauvais si on imagine que vous arrivez à la retraite avec ça. Par contre, suivre ce modèle dès le début de votre parcours serait dramatique pour vos résultats. Si vous avez 25 ans et un horizon d'investissement de 35 ans, n'allez pas vous embêter à acheter de vieilles obligations poussiéreuses. 10 000 € en obligations à 4,5% vous rapporterait 46 673 € dans 35 ans, alors qu'en ETF à 10%, eh bien vous obtiendriez plutôt 281 024 €. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, vous ne prenez pas plus de risques en faisant ça. Vous n'avez qu'à acheter les obligations un peu plus tard. Vous en aurez quand même au moment de votre retraite. Mais par contre, vous aurez fait de beaux intérêts composés très longs sur quelque chose de très rentable. Donc laissez-moi vous dire que même si la sécurité est équivalente, le chiffre qui apparaîtra sur votre compte en banque sera largement supérieur. Ces modèles sont donc à fuir, ou alors il faut les intégrer dans une stratégie par palier, comme la mienne que je vous invite à découvrir dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Si vous voulez obtenir une stratégie parfaite au plus vite, sachez que c'est quelque chose que je peux faire pour vous à travers mon programme de coaching individuel. J'analyse votre situation, je vous dis ce que je ferai à votre place et je vous donne toutes les explications nécessaires pour bien comprendre et bien exécuter le plan. Plus d'infos dans mon site en description ou directement par mail. Numéro 5, trop utiliser l'assurance vie. L'assurance vie a assez bonne réputation. On peut y loger tout un tas d'actifs dedans, comme des actions, de l'immobilier, des obligations et bien d'autres choses encore. On profite d'une imposition réduite après 8 ans et en plus de ça, eh bien l'argent qui est dessus se transmettra mieux à vos proches si vous deviez décéder. Tout ça, c'est super, mais il faut savoir que rien de tout ça n'est rentable par rapport à d'autres options. Sur Assurance Vie, vous paierez forcément 0,5% de frais de gestion par an minimum, ce qui veut dire qu'un ETF World qui rapporte normalement 11% par an ne rapportera que 10,5% par an dans ce cas. Le PEA serait mieux, et même le compte titre, j'ai déjà fait plusieurs simulations à ce sujet dans des anciennes vidéos. En fait, l'imposition n'est pas si importante que ça, car si vous atteignez 100 000 € et que vous piochez 500 € par mois par exemple, eh bien vous ne payez d'impôt que sur une partie des 500 € par mois correspondant aux plus-values, et jamais, au grand jamais, vous ne paierez quoi que ce soit sur les 100 000 €. Pour ce qui est des obligations et de l'or, le calcul est encore plus défavorable, car si l'or prend 6% par an en moyenne, eh bien vous tomberez automatiquement à 5,5% sur assurance vie, c'est énorme. Par contre, les SCPI, si elles sont de bonne qualité, seront intéressantes dans une assurance vie plutôt qu'en direct, car là, pour le coup, l'imposition de l'immobilier est très douloureuse. L'assurance vie est une enveloppe bonus. Placez-y un peu d'argent dont vous n'avez pas besoin si vous souhaitez utiliser le côté transmission de patrimoine, et ne piochez pas trop dedans. Voilà donc qui résume 5 des pires stratégies qui existent, et je vous invite à commenter la vidéo si vous en connaissez d'autres ou si vous n'êtes pas d'accord. Je sais que certains de mes points peuvent être un peu controversés. Mais en attendant de vous lire, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.